La série d'émissions que nous vous présentons cette fois-ci portera sur l'histoire de la peinture moderne au Québec. Nous avons pensé qu'il serait important de donner un pendant au cours que nous avons déjà donné, qui s'appelait, comme vous le savez peut-être, Introduction à la peinture moderne, c'est-à-dire de s'intéresser en somme à la peinture d'ici pendant le même temps. Et le plan que nous suivrons sera essentiellement un plan chronologique. Nous allons commencer par l'œuvre d'Ozias Leduc et nous allons nous rendre jusqu'au mouvement des plasticiens en passant par tous les grands noms de la peinture au Québec. Je pense à Jean-Paul Lemieux, à Pellan, à Bordua, Riopelle et bien d'autres. Comme pour le cours précédent, nous aurons aussi un document pédagogique d'accompagnement à ce cours, dans lequel vous trouverez un certain nombre de compléments aux émissions télévisées comme telles. Comme par exemple, vous aurez exactement la liste des œuvres présentées en cours d'émission avec leurs fiches techniques. Vous savez, enfin, le médium avec lequel le tableau a été peint, les dimensions, la collection d'où il provient. Vous aurez également des citations, c'est-à-dire, en somme, les documents historiques qui permettent d'établir tel ou tel fait dont il sera question en cours d'émission. Comme les cours suivent souvent un plan chronologique, dans le document d'accompagnement, vous aurez également une chronologie qui vous permettra, en somme, de vous situer en cours d'émission. Toutes les disciplines ont besoin d'un jargon, si on veut, et c'est pour ça que j'ai fait ajouter également dans ce document un glossaire dans lequel les termes un peu techniques sont expliqués. Finalement, il y aura évidemment une bibliographie. Et j'allais oublier, et c'est surtout important évidemment pour ceux qui s'inscrivent au cours, pour les étudiants réguliers à ce cours, il y aura les questions susceptibles d'être posées à l'examen. Dans ces questions, on en choisira une douzaine et vous aurez à répondre à 10 questions au choix pour réussir en somme le cours. Je pense que quelqu'un qui suivrait régulièrement les émissions avec beaucoup d'attention et qui lirait aussi le document d'accompagnement devrait pouvoir réussir cet examen. De toute façon, je vous souhaite bonne chance et nous commençons dès aujourd'hui par Ozias Leduc. Il existe des paysages inspirés. S'il en est un qui est important pour l'histoire de l'art moderne au Québec, c'est bien celui où je me trouve présentement. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la montagne de Saint-Hilaire, la petite église du même nom, avec le Richelieu. C'est un endroit où a vécu Ozias Leduc, le peintre dont nous allons nous occuper aujourd'hui. Non seulement il a vécu ici, mais il a aussi beaucoup réfléchi sur ce paysage. Il a écrit un texte qui s'appelle « L'histoire de Saint-Hilaire, on l'entend, on la voit », et qui est comme une espèce de méditation géologique sur les lieux. L'endroit porte des signes évidents qu'il fut un moment un îlot isolé visible de loin, une montagne élevée le dominant, alors que la Grande Mer recouvrait la plaine entre les collines montérégiennes. Une végétation abondante s'épanouissait sur les grèves de cet îlot. Cet îlot s'est agrandi peu à peu, ses limites se perdant à l'horizon et au-delà. Le soulèvement de son sol le rendant fertile a permis aux plantes et aux arbres de toutes sortes de venir et de prospérer. Ce fut l'œuvre d'un long passé créateur du paysage qui est sous nos yeux. Paysage où domine un mont comportant plusieurs sommets, maintenant arrondis, boisés, fleuris, hier escarpés, nus, rudes. Le principal, le plus élevé, on le nomme le Pain de sucre, où s'est érigée un jour la croix monumentale de Monseigneur Farben Jensen. Je me trouve sur l'emplacement de l'atelier d'Ozias Leduc. Malheureusement, il y a quelques années, un incendie criminel a détruit cet atelier et, ma foi, tout ce qui en reste, c'est les ruines que vous avez derrière moi. Mais quand Ozias Leduc sortait par la porte arrière de son atelier, voici en somme la vue qu'il avait sur sa montagne. Et si vous regardez tout à fait au sommet, on voit le Pain de sucre. Et de ce paysage, enfin, il a fait un tableau tout à fait étonnant qui se trouve maintenant au Musée des Beaux-Arts du Canada. Il s'agit donc d'une représentation du Mont Saint-Hilaire
à une toute autre saison que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on pourrait supposer que le tableau représente une scène prise au printemps avec la fonte des neiges et peut-être dans cette magnifique lumière de fin d'après-midi, hein. Dans le cas des tableaux d'Ozias le Duc, il faut toujours se méfier d'une interprétation qui serait trop à ras de l'image. Il y a souvent aussi un sens symbolique, c'est-à-dire qu'en plus de ce qu'on voit, il y a la suggestion, en somme, d'une autre signification. On a suggéré ici, en particulier, que les trois arbres qui forment le centre de la composition pourraient, au fond, reproduire une crucifixion. Et d'ailleurs, la lumière se fait plus intense autour de ce petit arbre central, et tandis que le bas du tableau, au fond, correspond à une espèce de coulée de lave qui pourrait correspondre aux méditations géologiques que le duc faisait sur son mont Saint-Hilaire. Alors, à voir le tableau, on s'est dit, bien, le duc a dû faire ça à une toute autre saison, il a dû faire ça au printemps. Alors, en fait, on sait par une lettre qu'il écrivait à Eric Brown. Eric Brown était le directeur de la Galerie nationale à l'époque, et il lui avait demandé, en fait, quand on a acheté le tableau, en somme, de quelques détails sur la façon dont le tableau avait été peint, à quelle époque, etc. Et là, Ozias le Duc répond qu'il l'a fait en septembre, ce tableau, c'est-à-dire exactement à la même saison où, quand, avec mes caméras, on est allé voir, enfin, le mont Saint-Hilaire. C'est donc dire qu'il a été obligé de travailler à partir de sa mémoire ou à partir de son imagination, et non pas simplement en plaçant son chevalet devant le motif. Nous avons la chance d'avoir un autre tableau fort important d'Ozias le Duc, ici au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui s'intitule « Les pommes vertes ». C'est un tableau qui est un petit peu antérieur à Neige dorée, c'est-à-dire qu'il a été peint vers 1914-1915. Il a été exposé à la Art Association de Montréal, où il a été vu d'ailleurs par un des membres du groupe des Sept, E.Y. Jackson, et qui le déclarait, lui, le tableau le plus formidable, enfin, de cette exposition. Et c'est d'ailleurs cette même année que la Galerie nationale en faisait l'acquisition. Alors, le sujet du tableau est un peu évident pour quelqu'un qui connaît la région de Saint-Hilaire. Comme vous savez, c'est une région qui est célèbre pour les vergers, pour la pommiculture. C'est un sujet, d'ailleurs, qui avait intéressé Ozias le Duc, l'histoire, en somme, de la culture de la pomme dans sa région. Et il a représenté, en somme, la plaine de Montréal, telle qu'on peut la voir quand vous faites face à l'est. Mais on voit par l'illumination du ciel qu'il a choisi de peindre, qu'il a choisi, en somme, un moment de la journée, enfin, qui est en transition vers le soir, et ce qui expliquerait cet horizon très bleuté qu'on a dans le tableau. Par ailleurs, la saison qu'il a retenue, quand les pommes sont vertes, c'est donc quelque part au milieu de l'été, avant que les pommes soient vraiment mûres et mangeables, et où, par contre, elles ont déjà une couleur assez belle. Et c'est ce qui me fait penser qu'éventuellement, là aussi, comme dans le tableau précédent, on a une possibilité d'avoir une interprétation symbolique, hein. Les pommes, évidemment, ça fait penser à la fameuse histoire d'Adam et Ève, de l'arbre du bien et du mal, et en somme, ces pommes qui sont vertes, tentantes, mais qui sont mauvaises à croquer pour être pour avoir un sens symbolique de ce type-là. Toujours dans le cas d'Ozias le Duc, on doit aborder le tableau en faisant une double lecture. D'abord, une lecture réaliste, enfin, qui s'impose, puisque Ozias le Duc avait une formation de peintre académique et donc était capable de représenter la réalité de façon très, très précise, mais aussi éventuellement un sens symbolique caché, plus difficile à lire, et qui se révèle simplement après une certaine contemplation du tableau. Et nous allons le vérifier une fois de plus dans un tableau qui fait partie aussi de ce cycle de paysages qui a occupé le Duc jusqu'en 1921. Dans Cumulus bleu, le Duc a représenté à l'arrière-plan un énorme nuage bleuté et au premier plan un arbre foudroyé. En somme, un peu la cause et l'effet, si on veut, le nuage qui produit la foudre et l'arbre qui est brisé, qui est tombé et qui vient d'être frappé, en somme, par cette foudre. À ce moment, le Duc est à ses tout premiers paysages dans la série et il n'a pas encore l'intuition de ce qui sera le thème principal de tous ces paysages, à savoir ce qu'il appelait les lueurs du soir. Mais il comprend que ce qu'il doit fixer sur la toile, c'est un moment fugitif, un moment qui passe rapidement et qui, en somme,
il va réussir à fixer par la peinture, comme par exemple ici, les effets de la foudre sur un arbre qui tombe. Ce petit tableau a donné lieu à plusieurs fausses interprétations. Son premier propriétaire, Joe Barcelo, qui était un avocat, avait l'habitude de l'appeler les portes de fer, pensant probablement que c'est ainsi que cette paroi de rocheuse était désignée à la fois par Ozias-le-Duc et par les habitants de Saint-Hilaire. Mais les portes de fer, c'est tout autre chose. Vous les voyez ici de chaque côté. Il s'agissait en somme, comme vous voyez, non pas d'une falaise, mais de deux quartiers de roc. Et c'est à l'époque, quand on exploitait encore le bois au Mont-Saint-Hilaire, que les voitures à chevaux qui traînaient les charges de bois avaient de la peine, évidemment, à passer ici entre ces deux rocs-là. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les portes de fer. En fait, le véritable sujet du tableau d'Ozias-le-Duc, qui est tout à fait ailleurs dans la montagne, je vous y amène à l'instant. Non, il est beaucoup plus vraisemblable que le sujet de ce petit tableau est le rocher que vous voyez derrière moi. On le désigne parfois comme le rocher Sainte-Madeleine, du nom du village qui est tout près d'ici, et toujours sur le mont Saint-Hilaire. Surtout si vous pensez qu'au printemps, la fonte des neiges, tout ce rocher est couvert d'une chute d'eau et qui attirait évidemment forcément les visiteurs. Et au fond, la meilleure interprétation de ce tableau, elle est donnée déjà dans le titre « Fin du jour ». Si vous remarquez, vous avez donc un feu avec un petit bivouac. On voit aussi des instruments de géologue et finalement cette petite échelle de corde qui monte tout à fait au sommet de la paroi rocheuse. Et en somme, donc, au lieu de chercher des interprétations plus dramatiques, on devrait s'en tenir simplement au titre suggéré par Ozias-le-Duc. Évidemment, en vous présentant les choses ainsi, je donne l'impression que le problème est résolu. En réalité, c'est une hypothèse. On n'a pas de texte d'Ozias-le-Duc nous disant « j'ai fait ce tableau à tel ou tel endroit précis ». Une autre hypothèse possible serait que Ozias-le-Duc se serait inspiré de la falaise de Dieppe qui se trouve sur le flanc nord du mont Saint-Hilaire. En haut de cette falaise, on avait une grotte qui s'appelait la grotte des Fées. Et on pourrait imaginer que ce que Ozias-le-Duc a voulu représenter, c'est une espèce d'expédition géologique pour aller explorer cette grotte. D'autant plus qu'il en parle dans son texte, et ça expliquerait aussi, enfin, la présence d'instruments de géologue, le petit bivouac pour la fin du jour, et finalement, surtout, la fameuse échelle de corde qu'on voit aussi dans le tableau. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal conserve le tableau qui clôt ce cycle de paysages d'Ozias-le-Duc. Il s'agit de l'heure mauve. Dans ce tableau, le duc a choisi de retenir un éclairage un peu particulier, enfin celui d'une fin de journée d'hiver, un peu triste, non pas l'éclairage du matin, ni même les neiges dorées, enfin d'un tableau précédent que nous avons vu, mais vraiment ces lumières de fin de jour, enfin en hiver. Et pour tout sujet, il n'a retenu qu'une branche tordue dans la neige qui fait penser un peu à une couronne d'épines. On l'a vu, chaque fois, les paysages d'Ozias-le-Duc se révèlent plus profonds que ce qu'on aurait pu penser au premier abord. Ils sont comme l'occasion d'une espèce de méditation religieuse, et on a l'impression que la représentation très fidèle de la réalité n'est qu'un espèce de prétexte à cette méditation. Quand vous avez une situation de ce genre-là, c'est-à-dire que d'une part, vous avez des vues très réalistes de la réalité, et que par ailleurs, on vous dit qu'il y a un sens caché, on peut parler à ce moment-là de symbolisme. Et Ozias-le-Duc était parfaitement conscient de ce courant-là. Il s'en ouvrait dans une lettre à son ami, Monseigneur Olivier Moreau, datée du 27 avril 1917. Je me découvre un fort penchant pour le symbolisme, et vous m'y encouragez. Bien sûr, ce n'est pas Ozias-le-Duc qui a inventé le symbolisme. C'est un courant qui existait avant lui. D'ailleurs, sa lettre elle-même démontre qu'il en était parfaitement conscient. Mais non seulement, on pourrait dire que le courant existe avant lui, mais aussi beaucoup des thèmes qui vont intéresser le duc. Je viens de vous présenter ce tableau, le cumulus bleu. Je voudrais y revenir parce que le thème qui est traité ici est un thème symbolique assez classique d'une certaine façon. Vous avez l'idée d'un arbre qui, pourrait-on dire, est anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il représente un peu la vie humaine. Un arbre croît, s'épanouit et finalement aussi meurt, ou même, comme ici, peut être foudroyé en pleine vie par la foudre. Ce thème-là, vous l'avez aussi, assez curieusement, dans la tradition américaine, et non seulement donc au Canada ou en Europe, mais aussi aux États-Unis, et en particulier, on le voit apparaître chez un peintre qui s'appelle Thomas Cole,
et qui a traité d'ailleurs un sujet très voisin de celui d'Ozias le Duc. Remarquez dans ce paysage l'énorme nuage noir sur la droite et le ciel dégagé à gauche, qui fait apparaître d'ailleurs la branche tordue ou l'arbre foudroyé également, comme dans le tableau d'Ozias le Duc. L'aspect anthropomorphique de l'arbre était tout à fait conscient chez Cole, comme la citation suivante le démontre. Le semblant d'action ou d'expression suggéré par les objets qui m'entourent, en particulier par les arbres, m'ont souvent fasciné. Ils ne sont pas sans quelque ressemblance avec la forme humaine. Il y a une expression d'affection dans deux branches qui s'entrelacent. On peut regrouper certains arbres selon leur caractère et leur forme. Exposez-les à l'adversité, à l'agitation, et ils se manifestent comme autant de personnages luttant pour la vie ou pour la domination. Au sommet des montagnes, exposés à la rafale, les arbres s'agrippent de leurs racines tordues aux moindres crevasses du rocher et luttent contre les éléments avec de sauvages contorsions. Ce nouveau tableau est peut-être encore plus voisin de celui d'Ozias le Duc. Il est dû à Frederick Edwin Church, qui fut un disciple de Thomas Cole, donc un disciple américain aussi de Cole. Et il a représenté peut-être de façon encore plus habile que son maître un peu le même thème, c'est-à-dire la branche brisée de l'arbre au-dessus de l'abîme. Rien n'est plus émouvant, en somme, que cette scène-là, et qui fait peut-être penser un peu au passage, en somme, d'un soldat, enfin, qui risque sa vie et qui est foudroyé comme ça dans l'action. Thème qui va particulièrement toucher les Américains durant la guerre civile. Et chose curieuse, ce tableau de Church dépend lui-même de façon très rapprochée d'un tableau de Cole que malheureusement nous ne connaissons que par une gravure d'un certain Gallaudet. On pourrait dire que les paysages d'Ozias le Duc non seulement sont symboliques, mais qu'ils demandent à l'éclairage tout particulier de la fin du jour de véhiculer en somme tout le sens du tableau. Il y a là-dedans deux aspects qu'il faut retenir. Il y a tout d'abord évidemment le défi technique particulier qui est de représenter un moment de la journée où les éclairages sont particulièrement changeants. Et ça, bien sûr, que Ozias le Duc, avec la formation académique qu'il avait, était intéressé de relever ce défi technique, c'est-à-dire de représenter un moment très précis de la fin de la journée. Mais il y a aussi l'intention symbolique, c'est-à-dire de voir dans ce moment-là de la nature, un moment où je dirais la nature est comme en gloire, hein, ou comme si la lumière est la plus belle de toute la journée, et que c'est précisément quand on fixe ce moment-là qu'on peut signifier quelque chose qui va au-delà des apparences et qui serait, dans le cas de le Duc, des valeurs religieuses, des valeurs d'absolu, si on veut. Et en cela, il suivait également un courant des peintres américains que je vous présentais jusqu'à présent, en particulier le courant qu'on a appelé le luminisme, hein, parce que précisément, il s'occupe de traduire des effets lumineux. Et voyez un autre exemple de Church dont nous parlions tout à l'heure, enfin un paysage de fin de journée, là aussi, vraiment, en somme, ce qui pourrait représenter aussi le défi technique par excellence, qui est la représentation d'un coucher de soleil. Et Church était parfaitement conscient des difficultés de ça. Il a même noté dans son journal comment il s'exerçait à noter le coucher de soleil au fur et à mesure où il se développait sous ses yeux. Je commençais à noter les effets de lumière aussi rapidement que possible. Mais ils changeaient constamment et révélaient sans cesse de nouvelles splendeurs au fur et à mesure où le soleil couchant donnait des éclats cuivrés à la fumée noire des nuages et transformait en or leurs vapeurs blanches. J'étais si enchanté de ces effets toujours changeants que je ne pouvais arrêter la série de mes croquis rapides. Il se trouvait de cette façon-là à suivre un conseil du grand critique anglais Ruskin. Si les artistes avaient plus l'habitude de dessiner des nuages rapidement et noter leurs contours le plus fidèlement possible sur le motif, au lieu de barbouiller ce qu'ils appellent des effets avec le pinceau, ils se rendraient bien compte que leurs formes sont plus belles que celles auxquelles ils pourraient arriver par je ne sais quel bonheur d'invention, aussi brillant soit-il. En dessinant ainsi rapidement les événements au fur et à mesure où ils se passent, Church cherchait à non seulement fixer un moment précis, parce qu'à la limite c'est presque impossible, mais finalement de faire une synthèse, j'allais dire, des meilleurs moments enfin, du spectacle.
Et son défi technique, c'était précisément de fixer l'éternité, d'une certaine façon, d'arriver à faire un concentré d'éternité, comme disait Emerson. C'est d'ailleurs une excellente formule qui s'appliquerait tout à fait à Ozias le Duc. Dans le cas de Church, ce qui était visé, en particulier dans ce paysage aux nuages rougeoyants, c'était d'évoquer un peu la guerre civile. Enfin, il lui paraissait que tout ce rouge qui envahissait le ciel était un peu comme un symbole du sang que les soldats confédérés ou les soldats de l'Union allaient verser. Alors, remarquez la date du tableau, justement, 1860-1865, c'est toute la période de la guerre civile américaine. Alors, chez le Duc, bien sûr, on ne trouve pas une intention du même genre. Enfin, ce n'est pas la guerre qui est son horizon, c'est plutôt des valeurs religieuses, mais la démarche est bien la même, c'est-à-dire de prendre un paysage comme un prétexte pour suggérer des valeurs absolues, des valeurs qui dépassent simplement les apparences. Le Duc n'a pas peint que des paysages. Il est aussi un extraordinaire peintre de nature morte. Et là aussi, il se rattache à une tradition américaine, la tradition du trompe-l'œil. Un premier petit tableau qui s'intitule Les Trois Pommes est tout à fait remarquable dans cette tradition. C'est probablement d'ailleurs la toute première nature morte qu'Ozias le Duc ait peint. Ça représente tout simplement trois pommes dans une assiette sur un coin de banc. J'allais dire presque une étude en trois textures, la pelure des pommes, la porcelaine de la petite assiette et la texture, si vous voulez, du bois. Je ne sais pas s'il faut chercher absolument dans ce tableau un sens un peu plus profond, quoiqu'il a l'air de refléter des valeurs paysannes, de simplicité, de vérité qu'admirait beaucoup Ozias le Duc. Mais voici maintenant un tableau beaucoup plus complexe qui joue aussi autour du chiffre 3. Comme son titre l'indique, les trois sous, il s'agit, à première vue, en somme, d'une situation, en fait, de correspondance, si on veut. Vous avez une lettre qui est adressée à un monsieur le Duc, à Saint-Hilaire, et sur laquelle 3 sous sont posés. C'était l'époque bienheureuse où les timbres ne valaient que 3 sous, si vous voulez. Et alors, donc, on s'imagine que le duc est dans son atelier et se prépare à envoyer une lettre à un monsieur le duc, évidemment pas à lui-même, mais probablement à son père ou à un de ses frères. Ils sont plusieurs et ils habitent Saint-Hilaire. Par ailleurs, vous avez aussi, à droite, on voit, il y a une enveloppe avec un timbre déjà oblitéré et sur laquelle on en aperçoit le mot Martin et la fin du mot Montréal. On a suggéré, en particulier, Jean-René Ostigui, dans son catalogue, d'ailleurs fort intéressant, en fait, sur la production de Le Duc, Ostigui a suggéré que ce Martin, dont il est question sur la lettre, pourrait être un Monsieur Martin, c'est-à-dire quelqu'un qui avait d'ailleurs collaboré avec le Duc à la peinture de l'église de Saint-Hilaire, dont nous allons parler en fin d'émission. Mais comment expliquer que le Duc puisse avoir dans son atelier une lettre qu'il a lui-même envoyée à M. Martin? Alors, c'est pour ça qu'on a suggéré autre chose. Alan Graham Hacker, qui a fait sa thèse sur les natures mortes de le Duc à l'Université de Toronto, a suggéré de façon, à mon sens, un peu plus astucieuse, c'est que ça pourrait être non pas le nom de quelqu'un, mais plutôt le nom d'une rue, la rue Saint-Martin, c'est-à-dire l'adresse ou le pied à terre de Ozias le Duc à Montréal quand il est à Montréal. Alors, ça expliquerait évidemment qu'il laisse cette lettre-là. C'est une lettre adressée à lui et il répond sans doute à un de ses frères ou à son père avec l'autre lettre. Par ailleurs, dans la même nature morte, occupant le fond, si vous voulez, vous avez une série d'images en fait, qui se succèdent. Tout d'abord, vous avez une espèce d'image d'un petit Cupidon, si on veut, avec sa flèche, et qui est en fait par un peintre allemand qui s'appelle Meng. Et ce n'est pas une image très, très extraordinaire, mais en tout cas, c'est elle qui apparaît au premier plan. Derrière, on voit une représentation de Saint-Michel terrassant le dragon. Alors ça, c'est inspiré d'un tableau célèbre de Guido Reni, et que, d'ailleurs, Ozias le Duc devait posséder sous forme de carte postale. Et tout à fait au fond, enfin, on le distingue à peine dans les reproductions et même dans le tableau fini, j'allais dire, une représentation de l'Assomption de la Vierge, d'ailleurs inspirée d'un des dessins de le Duc lui-même. Alors, cette séquence-là, des trois images, je pense que c'est ça qui donne finalement la clé de l'énigme de ce tableau, parce que c'est vraiment, on a beaucoup d'éléments, c'est un peu difficile à interpréter.
Première chose, et là-dessus, je suivrai l'exégèse qu'en a fait Laurier-Lacroix dans son catalogue là, sur les dessins de Leduc. Il suggère de voir dans le Cupidon l'ange terrassant le dragon et finalement l'Assomption de la Vierge, une espèce de gradation qui passe de l'amour charnel, de l'amour-désir, si on veut, avec le Cupidon, l'amour-passion avec l'ange et finalement l'amour spiritualisé avec la Vierge. Et au fond, un peu, c'est la conception que se fait souvent Ozias-le-Duc de l'art, c'est-à-dire cette progression de l'aspect physique des choses vers un sens plus spirituel qui serait suggéré ici. Et alors, les lettres au premier plan, enfin, c'est presque l'idée du message, si on veut, et le message ou le contenu de ce message vous est donné par les 3 petites images qui sont dans le fond du tableau. Cette nature morte, et comme celle que nous venons de voir, se rattache donc à la tradition du trompe-l'œil. Comme son nom l'indique, le trompe-l'œil vise à créer une illusion telle de la réalité que le spectateur hésite un peu sur la nature du tableau qui est devant lui et, par exemple, étend la main pour saisir les objets. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les débuts, en fait, de ce genre, les peintres américains, par exemple, utilisaient un motif comme un billet de 5 $ et il était peint de façon tellement réaliste que les gens qui voyaient le tableau avaient le réflexe, si vous voulez, de vouloir le prendre ou en tout cas de vouloir le toucher. Hein. Il est tout à fait caractéristique du trompe-l'œil de se situer, si vous voulez, de situer la scène dans un espace le plus plat, avec le moins de récession possible. C'est parce que dès que vous êtes mis en fonction vous êtes mis en présence, je veux dire, d'un espace un peu creusant, un petit peu plus complexe, et là que vous vous déplacez un peu le regard, là, à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous êtes trompé et que ce n'est qu'une peinture, que ce n'est pas la réalité. Il y aurait d'ailleurs moyen de montrer qu'un des indices de spatialisation les plus forts que nous possédions, c'est justement le mouvement. Prenez par exemple, si je projetais un objet que je vous cache pour le moment sur un écran, si je vous projetais l'ombre de cet objet qui est fait en fil de fer et que vous le voyez de cette façon-là, on le lit, je pense, assez spontanément comme un objet strictement bidimensionnel. Mais la minute où, au contraire, je le fais bouger ou je le fais entrer en mouvement, là, on se rend compte que cet objet est plus complexe que ce qu'on aurait pensé au premier abord et on voit en fait qu'il est tridimensionnel. D'ailleurs, si vous voyez un peu l'appareil très simple, d'ailleurs, que j'ai organisé pour vous faire cette démonstration-là, vous voyez qu'il s'agit simplement d'un petit objet en fil de fer qui est un peu tordu comme ça et avec, enfin, monté sur une table tournante, tout simplement, avec un projecteur qui lance et qui permet de faire de l'ombre sur le tableau. Cette démonstration, en somme, c'est essentiellement pour montrer que notre perception de l'espace, si on veut, ou de la profondeur, est liée beaucoup au mouvement. Et c'est ce que précisément le trompe-l'œil essaie d'éviter, c'est-à-dire de vous situer devant un tableau avec une récession spatiale si mince, si peu profonde, que finalement, vous êtes porté à le regarder de façon fixe. Il est arrivé même, par exemple, qu'on s'en tienne à des sujets, j'allais dire, très plats en eux-mêmes, comme par exemple un porte-lettres. Hein. Alors, un porte-lettres, évidemment, c'est bidimensionnel déjà, et les lettres qui sont, disons, insérées dans ce porte-lettres ne font que, enfin, ne créent aucune récession dans l'espace. Mais évidemment, à ce moment-là, on pourrait dire que le tableau se donne très, très peu de jeu, un sujet, au fond, tellement limité que c'est un peu, en même temps, les limites du trompe-l'œil. Hein. Et là, il va arriver donc que des peintres vont vouloir aussi chercher par ce moyen à dépasser un petit peu simplement les apparences, à simplement faire des tours de cirque, si on veut, et au contraire à chercher un sens plus profond dans ces tableaux. C'est le cas d'Ozias-le-Duc qui toujours à la fois respecte cette tradition du trompe-l'œil et essaie en somme aussi de donner un sens plus profond au tableau. Et en particulier, je dirais, dans ces natures mortes, souvent à s'interroger sur le sens même de la peinture. En somme, Ozias-le-Duc a été fasciné par les possibilités du trompe-l'œil, mais encore plus par le symbolisme. Et nous allons le voir une fois de plus dans une autre nature morte extrêmement importante et qui s'intitule la phrénologie. Malgré ses dimensions modestes, c'est un tableau extrêmement complexe. Tout d'abord, on voit une espèce de buste de plâtre qui est un peu spécial puisqu'il comporte sur le crâne des zones marquées avec des chiffres.
Et si vous lisez au bas du buste lui-même, vous voyez le mot phrénologie écrit en anglais, enfin qui est collé sur le buste. Il repose d'ailleurs sur un livre où on peut voir atomie, c'est-à-dire la dernière partie du mot anatomie, et tout ça est au centre de l'image. Ensuite, de chaque côté, on pourrait dire, le duc a disposé sur la table rouge qui est là les instruments de la peinture, puisque à gauche, on a une espèce de compas, on a des tire-lignes, on a des fusains, et à droite, un verre dans lequel sont disposés des pinceaux. D'ailleurs, même le verre miroite un peu sur la gauche et fait voir presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin, quand on voit l'original de la peinture. Et sur la table aussi, il y a des parchemins roulés, enfin, qui représentent des gravures probablement, ou des dessins, peut-être même un peu dans le style de Corot. Et finalement, tout à fait dans le fond de la peinture, il y a un autre tableau qui est une représentation, enfin, on voit une jeune fille entourée de d'autres jeunes filles autour d'elle, un tableau assez sombre qui occupe complètement le fond de la composition. Alors, voilà donc un tableau complexe avec toutes sortes d'éléments, j'allais dire presque une énigme, encore, comme souvent dans les tableaux d'Ozias le Duc. D'abord, de quoi s'agit-il avec cette phrénologie? Est-ce que ça donne vraiment une clé pour entrer dans le tableau? La phrénologie, certains d'entre vous se rappelleront, c'est un système qui avait été inventé par un savant allemand, enfin, du 19e siècle, ou de la fin du 18e, début du 19e, qui s'appelait Gall, et qui avait cette idée qu'on pouvait découvrir des signes de l'intelligence, ou même du caractère des gens, en examinant les bosses du crâne. Vous savez, cette expression populaire, on dit « il a la bosse de la mathématique », mais ça vient de la phrénologie, c'est-à-dire le mot phrénologie lui-même vient du grec « phrène », qui veut dire intelligence, puis logie, bien, science de l'intelligence. Ce que ce bonhomme Gall était en train de découvrir, c'était un peu l'idée des localisations cérébrales. Mais à tort, il croyait que les bosses du crâne reflétaient un peu l'intelligence, et il avait d'ailleurs proposé un livre qui s'appelait « Fonctions du cerveau », qui avait été publié, si je me souviens, en 1808, et qui avait fait scandale parce que l'approche de Gall était tout à fait matérialiste, c'est-à-dire qu'on pouvait, en somme, lire les signes de l'intelligence à partir de cette chose très matérielle qui est la forme du crâne des individus. Hein. Son livre, d'ailleurs, avait été mis à l'index à cause de ça, à cause des points de vue matérialistes. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire alors un buste phrénologique au milieu des tubes de peinture et des instruments à peindre d'Ozias le Duc? L'autre élément énigmatique du tableau, et qui n'est pas facile à comprendre, c'est celui du tableau dans le tableau. Et d'ailleurs, celui que je vous disais, en fait, ces jeunes filles qu'on voit, et d'ailleurs, on le revoit dans un autre tableau de Le Duc qui s'appelle « La nature morte au mannequin qui pleure », parce qu'on voit au centre une espèce de mannequin dans lequel, qui a l'air comme ça penché, ou en fait qui a l'air de pleurer, si on veut. C'était un petit mannequin que les peintres utilisaient à l'époque pour peindre. En fait, c'était une façon de voir un peu les positions des personnages, sans avoir de modèle, si on veut. Et là aussi, Ozias le Duc a réutilisé cette espèce de tableau mystérieux qui est dans le fond de la composition. On le retrouve même, d'ailleurs, sur une photo d'époque, dans laquelle on voit Ozias le Duc en train de jouer aux dames avec un de ses amis. Et là, placé dans un coin de la photo, sur une espèce de chevalet, vous allez voir sur la gauche un tableau circulaire, j'allais dire, en fait, qui a un peu la forme circulaire. C'est encore ce fameux tableau qu'il a utilisé, en somme, dans deux, comme faisant l'arrière-fond de deux autres tableaux. Alors, c'est donc un tableau qui intéressait spécialement Ozias le Duc. On n'avait aucune idée de quoi il s'agissait jusqu'au jour où Michael Pantazzi, qui est un conservateur à la Galerie nationale ou au Musée des beaux-arts du Canada, comme on dit maintenant, à Ottawa, a découvert en fait qui est l'auteur de ça et quel est le sujet de ce tableau. Il s'agit d'un monsieur Frost, qui est un peintre anglais du 19e siècle et dont le tableau s'intitulait Sabrina. Vous allez me dire, ça ne nous dit pas grand-chose, mais Sabrina, c'est le nom latin de la Severn, hein, qui est un fleuve en Angleterre. Et en somme, ce que le tableau de Frost représentait, c'était au fond, le fleuve Severn avec ses affluents, représenté de façon symbolique avec, disons, d'une part, le fleuve lui-même, le personnage principal, et tous ses affluents, enfin, les autres jeunes filles qui sont autour de ce personnage principal. Alors là, je pense qu'on a à peu près tous les éléments pour faire le tour du tableau et pour comprendre en fait de quoi il s'agit. C'est que vous auriez, en somme, un tableau qui, une fois de plus, propose une réflexion sur la peinture elle-même.
Et comme souvent chez le duc, qui aime beaucoup les trinités, j'allais dire, les choses qui marchent par trois, vous avez trois fonctions à la peinture qui sont reflétées ici. Tout d'abord, la peinture comme métier. Hein? Et d'où alors la présence des instruments très humbles du peintre, comme par exemple les pinceaux, les tubes de peinture, les instruments à dessin, le fusain, des choses comme ça. Premier niveau, si on veut. Ensuite, la peinture comme science. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un métier, il faut aussi connaître, par exemple, l'anatomie, il faut connaître les différentes lois de la perspective pour être peintre, enfin, surtout dans la perspective d'un peintre comme le Duc, enfin, qui reste attaché encore au réalisme. Et là, d'une certaine façon, le buste phrénologique pourrait avoir son sens à ce moment-là. Je dirais même qu'il est comme une espèce de symbole même de la peinture, puisque, comme la phrénologie, la peinture aussi est en train de suggérer des contenus spirituels à partir de choses aussi matérielles que des taches de couleur. De même que le phrénologue découvre les signes de l'intelligence ou les signes du caractère de l'enfant ou de la personne qui le consulte en tâtant des choses aussi physiques que les bosses de son crâne, de même le peintre révèle l'intériorité, révèle la spiritualité à travers des choses aussi physiques que des taches de couleur. Alors, la phrénologie, donc, ça serait une espèce de symbole même de la peinture. Et finalement, alors, deuxième niveau, donc, la peinture comme science. Et troisième niveau, la peinture comme inspiration. Et c'est là que je pense que le tableau qui est dans le fond joue son rôle principal. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit non pas d'un paysage commun, il s'agit d'une espèce d'allégorie. On représente un fleuve par des personnages qui sont symboliques, qui sont comme une allégorie, en somme, de la réalité. Et pour le Duc, évidemment, ça, c'est comme un passage au troisième degré, si on veut. Alors, la peinture est non seulement un métier, non seulement une science, mais elle est aussi inspiration, elle est aussi symbolisme, elle est aussi invention pure. Alors, donc, une fois de plus, un tableau qui, malgré sa simplicité apparente au premier vue, son goût du trompe-l'œil, est en train, en somme, de nous dire beaucoup plus, de réfléchir sur le sens même de la peinture. Moins connue que les natures mortes précédentes, cette nature morte au livre ouvert que le Musée des Beaux-Arts de Montréal vient d'acquérir il n'y a pas très longtemps est aussi tout à fait remarquable, en fait, à la fois par la perfection dans la façon dont ce tableau est peint. Et il nous représente en somme un livre ouvert à un endroit où il y a une reproduction. Il semble que ce soit une Madone de Botticelli, la Madone à la roseraie, qui soit représentée là. Et d'ailleurs, là aussi, dans le fond du tableau, vous retrouvez un tableau, ou enfin plutôt une esquisse préparatoire à un tableau de Le Duc, probablement quelque chose comme le Christ donnant les clés à Saint-Pierre. Vous voyez, c'est cette phrase, vous vous souvenez de l'Évangile qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Alors, donc, ça, c'est les deux éléments visuels les plus importants. Le Duc a fait intervenir là-dedans aussi, j'allais dire, des instruments qui sont souvent associés à ce genre de nature morte qu'on appelle la vanitas. Hein? Dans les vanitas, c'est-à-dire, c'est des natures mortes qui veulent suggérer que tout passe, que rien n'est permanent, en somme, dans la vie, et que tout est vanité, si on veut. Encore là, une espèce d'allusion à la Bible. Et là, dans la nature morte au livre ouvert, le Duc a retenu, par exemple, l'idée de la chandelle, le bougeoir avec une chandelle qui est éteinte. Il y a aussi un violon, en fait, qu'on aperçoit derrière le livre, l'archet avec le violon, aussi la musique. La musique, c'est symbolique du temps, et donc du temps qui passe également. Et finalement, tous ces vieux livres à couverture défraîchie, qui sont d'ailleurs en fait des livres d'histoire de l'art. Tout ça pour suggérer également le temps qui passe, et j'allais dire, en contraste, la pérennité ou l'éternité de l'art. En fait, cette reproduction parfaite de Botticelli qui apparaît dans le livre comme ça serait au contraire le symbole de la permanence de l'art avec la fragilité de la vie qui est suggérée tout autour. Et si, en plus, mon hypothèse d'interprétation du dessin qui est au fond est juste, enfin, quand on a cette phrase de l'Évangile qui dit « Pierre, tu es Pierre », c'est-à-dire « Pierre, tu es comme le rocher sur lequel je vais bâtir mon Église », on aurait un autre symbole de permanence. Toutes les natures mortes d'Ozias le Duc n'ont pas eu pour fonction de symboliser simplement l'art, si on veut, comme enfin celle que je viens de commenter, à la fois la nature morte sur les 3 sous, la phrénologie, et celui-là sur le livre ouvert. Vous avez aussi quelques-unes qui se rattachent davantage à des thèmes plus paysans, un peu comme la toute première que nous voyons, c'est-à-dire des valeurs que le Duc considérait comme particulièrement attachantes, enfin comme particulièrement proches de lui. On a remarqué, par exemple, que le Duc n'avait jamais utilisé des fruits trop exotiques
exotique dans ces natures mortes. Hein. Il y a des oignons, il y a des œufs, des foies. Enfin, il y a des objets tout près de nous. Dans cette nature morte, inspirée un peu du clair-obscur, si on veut, puisqu'il s'agit de montrer quelque chose à la lueur d'une chandelle, à ce moment-là, on pourrait parler, encore là, de valeurs très, très simples, puisqu'il y a une cruche, il y a un bougeoir, il y a une espèce de plat en poterie paysanne, comme on avait à l'époque. Alors, comme si le duc voulait vraiment coller aux réalités les plus simples, enfin, du monde paysan qu'il admirait en particulier. Vous savez, des gens de la génération de le duc étaient influencés par cette idéologie qu'on appelle l'agriculturisme. C'est-à-dire c'était des bons citadins, finalement, mais qui détestaient la ville et qui se faisaient des fois une image assez idéalisée de la campagne. Alors, vous avez ça chez le duc. Et en plus, alors, dans ce tableau-là, l'idée de travailler un peu à la lueur d'une chandelle, enfin, cette espèce de défi technique encore qui est intéressant. On pourrait penser que peut-être il veut imiter ici le peintre Latour, mais il ne faut pas oublier que Latour a été redécouvert assez tardivement. Et je pense qu'à l'époque où le duc peignait ce tableau, Latour était, pour ainsi dire, inconnu, en tout cas certainement pas connu ici en Amérique. Et alors, c'est plutôt, non, je pense qu'il se rattache à cette tradition du ténébrisme, enfin, qui remonte jusqu'à Rembrandt, et qui permettait justement de voir, de faire de ces études avec des éclairages très spéciaux, comme l'éclairage d'une chandelle. Mais ce qui est plus important encore, toujours dans ces tableaux-là, c'est de chercher les valeurs qui sont exprimées, comme par exemple ici, je pense finalement, ces valeurs paysannes de vérité, de simplicité. Un aspect moins exploré de la production de Leduc, ce sont les portraits. Et pourtant, Leduc a peint beaucoup de portraits, presque une centaine, semble-t-il, à commencer d'ailleurs par son propre portrait, un autoportrait à l'âge de 35 ans. Cet autoportrait, d'ailleurs, qui est au Musée des Beaux-Arts du Canada, à la Galerie nationale, comporte une inscription qui est touchante au verso et que je vous lis. « Ozias-le-Duc, ce portrait appartient à Mademoiselle Gabrielle Messier, Ozias-le-Duc, ce 6 décembre 1942, 1899, mon portrait à 35 ans. » Gabrielle Messier fut l'amie fidèle et la collaboratrice d'Ozias-le-Duc à la fin de sa vie, et c'est donc un cadeau qu'il lui avait fait et dont elle s'est départie en faveur de la Galerie nationale du Canada en 1972. Comme tous les autoportraits de ce type, on pourrait dire que l'autoportrait d'Ozias-le-Duc présente un personnage tout à fait sérieux, avec une grande intensité dans le regard, et ce genre d'autoportrait, ça se rattache à la tradition des autoportraits de la tradition romantique, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est cette conception que l'artiste incarne au fond, et comme un prophète, incarne au fond des grandes idées, et ils sont caractéristiques, ces portraits, par l'intensité du regard. Le portrait d'Ozias-le-Duc, par lui-même, son autoportrait, au fond, se situe bien dans cette tradition, comme le reste de sa peinture se situait dans la tradition du luminisme ou du trompe-l'œil. Vous voyez, tout ça, et le symbolisme, évidemment, tout ça se tient, c'est-à-dire il s'agit tout d'un même horizon, au fond, dans l'art moderne, auquel appartient Ozias-le-Duc. Certains des tableaux d'Ozias-le-Duc sont difficiles à classer exactement dans ce genre du portrait. On peut se demander si ce n'est pas presque des scènes de genre. Par exemple, le duc a demandé, semble-t-il, à un de ses jeunes frères, Ulrich, de poser pour ce tableau qui s'intitule « L'enfant au pain ». C'est un tableau qui est conservé au Musée des Beaux-Arts du Canada et qui représente, en somme, son jeune frère en train de jouer de l'harmonica, placé près d'une table comme ça. Alors là, comme à première vue, on pourrait dire, bon, si on ne savait pas qu'il s'agit du frère de le duc, on pourrait penser que c'est plutôt comme une scène de genre, plutôt comme un portrait. L'historien Barry Lord a fait une analyse très poussée de ce portrait. Il a d'abord rapproché d'un dessin, dans lequel on voit qu'il y a le dessin préparatoire à ce tableau, qui est aussi conservé au même endroit, et qui s'intitulait
multum in parvo, c'est-à-dire avec un titre latin qui veut dire beaucoup de choses dans peu. Autrement dit, avec très peu d'éléments, on veut suggérer beaucoup. Là, comme si le duc voulait nous ramener à quelque chose aussi là d'un sens caché, plus profond. Mais en réalité, comme l'analyse de Barry Lord l'a montré, ce que le duc a surtout vu dans cette scène, c'est le prétexte à une composition formelle assez complexe. Et on peut l'analyser graphiquement, si vous voulez, en faisant apparaître successivement, en somme, une espèce d'ovale dans lequel se situe toute la scène, et également, j'allais dire, des verticales et des horizontales qui correspondent à la fois à la table, au montant de la chaise, dans lequel, en somme, toute cette composition devient solide, si on veut, en fait, se fixe au cadre du tableau. Et finalement, la diagonale qui est constituée par la jambe de l'enfant et qui est poursuivie même dans la cuillère qui est dans le bol. Tout cet ensemble, en fait, finalement, se répondant et correspondant à une composition extrêmement serrée, si bien qu'on se demande à la fin, enfin, si, là encore, le motif n'a pas été une espèce de pur prétexte à peindre. Hein. Alors, autrement dit, le multum in parvo ici, c'est-à-dire la chose complexe qui est donnée dans très peu d'éléments, c'est cette composition formelle très poussée. D'autres tableaux, comme le Petit Liseur, qui est également au Musée des Beaux-Arts du Canada, représente peut-être aussi, là aussi, un des jeunes frères d'Ozias Leduc. Il est d'ailleurs représenté comme un jeune étudiant de l'époque, avec sa casquette, et il est en train de lire avec beaucoup d'attention un article illustré, et probablement même peut-être, si vous remarquez, il semble avoir peut-être un pinceau dans la main, et qu'au lieu de lire, on pourrait dire qu'il est en train de copier l'illustration qui se trouve là, d'autant plus qu'il y a des instruments de peinture aussi à gauche, dans le fond du tableau. Et en somme, alors là aussi, le duc chercherait à faire une espèce de scène de genre. Mais vous allez me dire, tous ces exemples sont bien gentils, mais enfin évitent finalement ce qu'on pourrait appeler des portraits de commande. Et ça aussi, ça a existé chez le duc. Vous en avez un, par exemple, qui est assez célèbre, enfin, qui est le portrait d'un orateur de la Chambre et qui s'appelait Brodeur. Hein. Cet orateur a été représenté comme ça, en fait, assis, enfin, dans une pose un peu méditative. Et ce tableau se trouve d'ailleurs maintenant à la Chambre des communes à Ottawa. Et le duc, pour le faire, avait eu recours à la photographie. Il faut comprendre qu'à l'époque, la photographie est déjà un petit peu en compétition avec la peinture. Mais pour les portraits officiels, pour les portraits d'apparat, les portraits d'ecclésiastiques ou de notables, on préférait encore recourir au service d'un peintre. Hein. Mais les peintres eux-mêmes, comme c'est le cas d'Ozias Leduc, eux, n'avaient pas les mêmes préjugés que leurs clients et souvent utilisaient la photo pour préparer leur peinture. Dans le cas de ce portrait de l'honorable Brodeur, on connaît, grâce aux recherches de Laurier-Lacroix lors de son exposition sur les dessins d'Ozias Leduc, il nous a révélé un peu la série de ces photographies-là, on connaît les photos dont s'est inspiré le duc pour faire son tableau. Et alors, on peut suivre à la fois, à partir des croquis et des photos, les différentes hésitations qu'il a eues avant d'obtenir finalement la pose qu'il voulait, enfin qu'il voulait suggérer pour son portrait de ce personnage. Peintre de portraits, de paysages, de nature morte, Ozias Leduc a été surtout peintre décorateur d'églises. Si vous consultez le document pédagogique à la section chronologie, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ces projets de décoration d'églises entrepris par Ozias Leduc, à la fois au Québec et même à l'extérieur du Québec. On se demande même comment il trouvait le temps de faire autre chose. Un des projets les plus attachants dans cet ordre, c'est la décoration de l'église de son village natal, Saint-Hilaire, qu'il a entrepris en 1898. Il s'agissait d'un projet de décoration considérable, parce qu'Ozias Leduc a ici à peu près 25 œuvres. Hein.
Et il s'est astreint d'ailleurs à suivre un programme iconographique précis, comme par exemple dans cette partie de l'église où je me trouve, là, qui est au fond de la nef, si on veut, il a traité le thème des 4 évangélistes. Alors on les retrouve chacun accompagné de son symbole traditionnel, comme par exemple vous avez alors Saint Matthieu avec son bœuf, hein. Et alors près de lui on voit un parchemin sur le sol, parce que comme c'est un évangéliste, évidemment il est en train d'écrire l'évangile et il attend l'inspiration. On dit même qu'Ozias le duc aurait demandé les services de ses voisins, enfin, pour poser pour lui, pour faire les têtes, en somme, de ses personnages. Un petit peu plus loin, vous avez Saint Jean, accompagné aussi d'un attribut traditionnel, qui est l'aigle, hein? Alors, et là aussi, vous voyez Saint Jean qui tient sa plume, enfin, qui a aussi une espèce de tablette pour écrire. Alors, tout ça, c'est des façons très traditionnelles de représenter les apôtres. De l'autre côté, on aurait alors, disons, Saint Marc avec son lion, hein, qui apparaît un petit peu comme ça dans la forêt, lui aussi avec son parchemin, hein, et encore là, une tête assez typée, enfin, qui correspond donc à un personnage local. Et finalement, enfin, Saint Luc, qui traditionnellement est accompagné par un jeune homme. Tout le reste de l'Église est décoré comme ça par des tableaux d'Ozias le duc, alors chacun avec son thème particulier. Si on veut, par exemple, ici, on a une représentation qui est assez classique, en fait, des disciples d'Emmaüs, en fait, qui reconnaissent soudainement le Christ dans le personnage qui mange avec eux. Un peu plus loin, on a une scène aussi qui vient de l'Évangile, en fait, qui représente Sainte Marie-Madeleine en train de laver les pieds du Christ. Et d'ailleurs, vous remarquerez que par la fenêtre à l'extérieur, on voit un paysage qui fait un peu penser à Saint-Hilaire, finalement. Et alors, finalement, dans la partie qui correspond au cœur de l'Église, alors là, au-dessus des autels latéraux, le duc avait 2 grands tableaux importants à faire. Il y avait d'une part, ici, du côté à gauche, enfin, du côté de l'épître, vous aviez un portrait, enfin, de Saint-Hilaire, qui est le patron de la paroisse. Alors ça, c'est un sujet qui s'imposait et qui représente, en somme, l'évêque Saint-Hilaire en train d'écrire son fameux traité sur la Trinité, hein. D'ailleurs, on voit dans le ciel, au-dessus de lui, aussi une représentation de la Trinité. Et ensuite, alors finalement, de ce côté-ci, vous aviez un tableau qui est justement célèbre, en fait, qui a été souvent reproduit et qui représente, en somme, l'Immaculée Conception. À propos de ces tableaux qui sont ici de Leduc, je ferai 3 remarques. Tout d'abord, il s'agit de tableaux sur toile, hein, et c'est assez surprenant à première vue parce qu'on a l'impression justement que c'est peint à même l'Église. Non, ça a été fait d'abord en atelier, et quand les tableaux ont été finis, Leduc les a apportés ici et ils ont été collés sur le mur. Et ce qu'on appelle d'ailleurs des toiles marouflées, enfin pour désigner ce genre de technique, maroufle voulant dire tout simplement colle. Première remarque. Deuxième remarque, c'est le fait que la couleur paraît un peu délavée, hein? On s'attendrait à des couleurs plus vives. C'est que le duc voulait imiter un peu l'effet de la fresque. Comme vous savez, une fresque, on travaille, disons, dans la chaux humide, et alors la chaux, évidemment, c'est blanc, et ça se mêle avec les couleurs pour faire des couleurs plus pâles, hein. Alors, comme c'était une façon traditionnelle de procéder en Europe, enfin, disons, le duc voulait imiter ça, et ensuite, il y avait aussi l'exemple de Puvis de Chavannes qui essayait de suivre de cette façon-là. Troisième remarque, quand vous avez moins de couleurs, si on peut dire, bien, ce qui vous reste comme élément plastique pour vous exprimer, c'est la ligne, hein. Et dans le cas de cette Immaculée Conception, si vous suivez, par exemple, la ligne faite par le manteau de la Vierge, vous allez voir quel effet, enfin, a réussi à faire avec ça Ozias le duc. C'est une ligne, d'ailleurs, qui fait penser un peu aux lignes du style de l'Art nouveau. Alors, si j'ai tenu à vous présenter cette église d'Ozias le duc, c'était pour illustrer certainement l'importance que les décorations religieuses ont eue dans son œuvre, mais c'était aussi parce que c'est dans cette église qu'un autre peintre dont nous allons parler dans une émission ultérieure, et qui a été d'ailleurs élève d'Ozias le duc, va avoir ses premières impressions picturales. Et cet autre peintre, c'est Paul-Émile Bordua. Bien plus, il en a même parlé dans un texte important que nous pouvons entendre maintenant. De ma naissance à l'âge d'une quinzaine d'années, ce furent les seuls tableaux qu'il me fut donné de voir. Vous ne sauriez croire combien je suis fier de cette unique source de poésie picturale à l'époque où les moindres impressions pénètrent au creux de nous-mêmes et orientent à notre insu les assises du sens critique.
Ce sera étrange pour quelques-uns d'entendre que je sois resté fidèle à l'essentiel de ces premières impressions. J'en suis convaincu, toutes les admirations picturales subséquentes ont dû s'accorder avec elles, qu'on le croit ou non. Ce témoignage de Borduin est remarquable parce qu'il nous fait soupçonner l'importance qu'aura Ozias-le-Duc pour les peintres qui vont suivre. En effet, d'une part, Ozias-le-Duc continue la tradition du passé, la tradition du 19e siècle. Il n'est certainement pas en rupture complète avec cette tradition, mais par son intérêt pour le symbolisme, il mettait déjà en question cette idée d'une peinture assez terre-à-terre, qui n'aurait eu comme seul objectif que de reproduire les apparences du réel tel quel. Il cherche au contraire, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, un sens plus profond. Il cherche à dépasser, en somme, le visible par une suggestion de l'invisible. En plus de ça, il faudra, pour que nous entrions vraiment en peinture, c'est-à-dire que nous passions vraiment dans le monde de la peinture moderne, il nous faudra un autre peintre qui va s'intéresser davantage, je dirais, au médium pictural comme tel, indépendamment de toute littérature, y compris de littérature symboliste. Et ce peintre sera James Wilson Morris, celui dont nous nous occuperons à la prochaine émission.